bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le premier secrétaire du Parti Socialiste et vous êtes notre invité ce soir sur France Info avec Gilles Bornstein qui est à mes côtés. Bonsoir. Pour vous poser des questions. Olivier Faure, on va d'abord vous faire réagir à l'actualité. On l'a vu en début de ce journal, ce suicide d'un adolescent de 15 ans hier soir à Poissy. On a entendu le ministre de l'Éducation qui a pris la parole tout à l'heure, qui a relaté les faits de harcèlement dont ce jeune homme se disait victime, qui a également indiqué que la famille avait jugé que la réponse de l'établissement scolaire avait été jugée insuffisante. Il annonce l'ouverture d'une enquête administrative. C'était les bons mots, selon vous, à avoir ce soir? D'abord, en fait, c'est un drame absolu. Imaginez qu'on a un enfant, un adolescent qui mette fin à ses jours parce qu'il est harcelé. Et malheureusement, on le sait, ce sont des chiffres qui sont ceux de l'Éducation nationale et que je ne fais que rappeler, c'est un enfant sur 10 qui est harcelé à l'école. Et ça s'est démultiplié avec les réseaux. Et donc, il y a évidemment aujourd'hui une forme de pandémie de harcèlement qu'il faut évidemment complètement réguler. Et c'est vrai que souvent, les agents, les enseignants sont un peu dépassés par ces événements qui se situent dans et hors de l'école. Et évidemment, il faut des plans de prévention phénoménaux. Il faut le prendre au niveau de ce que l'on connaît. On va peut-être pas revenir sur la polémique sur l'abaya, mais en fait, on passe des semaines sur l'abaya. Le vrai sujet de la rentrée, c'est évidemment le harcèlement. Un enfant sur 10 qui est aujourd'hui menacé et qui donc peut y perdre sa santé mentale, qui peut décrocher sur le plan scolaire, qui peut être en situation, y compris de pensée suicidaire, et aller jusqu'au bout et parfois se suicider. Vous imaginez le drame, le chagrin des parents qui retrouvent leur enfant qui s'est suicidé parce qu'il était harcelé. Enfin, c'est évidemment effrayant. Gilles Bornstein. Olivier Faure, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un des rares Français, une dizaine je crois, à attendre une lettre du président de la République. Quel privilège incroyable. Vous l'avez reçue, cette lettre? Non. Pas encore. Bien. Pas encore. Qu'est-ce que vous espérez y trouver? Écoutez, j'aimerais bien qu'on ne reproduise pas l'exercice que nous avons connu la semaine dernière. C'était fort sympathique, on a mangé avec le président de la République, on a passé 12 heures avec lui, on était là, 16 autour d'une table, et on a discuté à bâton rompu. Mais je n'ai toujours pas compris quel était l'objectif poursuivi par le chef de l'État, si ce n'est de mettre en scène le fait qu'il était encore le personnage central dans la République, puisqu'il arrivait à accueillir tous les chefs de parti. Mais pour quel objectif? Pour quel résultat? Je vais proposer beaucoup de choses. Je n'ai pas entendu une seule réponse. Il n'y a aucun sujet sur lequel nous ayons eu une réponse concrète, Vous n'avez ferme. aucune piste? Mais non, en fait, c'est à chaque fois, je comprends que vous êtes plutôt intéressé sur tel sujet, etc. Voilà, faisant le commentaire du commentaire. Au fond, il aurait été un très bon journaliste. Hein. En fait, là pour relancer le débat, mais franchement, en termes de solutions, On tient rarement 12 heures, nous, sur un plateau. oui, moi, en réalité, il n'a pas tenu 12 heures non plus. C'est que, en fait, avec des gens bavards, c'est toujours facile de laisser parler tout le monde, mais laisser dégroger le poireau, ça ne suffit pas à faire avancer le pays. Et moi, ce que j'aurais espéré de cette conférence, c'est qu'il puisse nous dire, écoutez, vous êtes là autour de la table, on ne sera pas d'accord sur tous les sujets, mais enfin, vous allez venir avec vos propositions. Et j'ai fait beaucoup de propositions très concrètes. Le sujet de l'inflation, qui est le sujet de la rentrée, aurait mérité. Et j'ai proposé une conférence fiscale et salariale pour notamment traiter de la question des bas salaires, de ces métiers qui sont les métiers dits de première ligne, sur lesquels on aurait eu besoin d'avoir un élan et de faire en sorte que ces gens-là ne soient pas aujourd'hui ceux qui se privent. Vous avez vu les sondages qui sortent en ce moment, avec 78% des Français qui disent aujourd'hui se serrer la ceinture, dont 35% ont beaucoup, et une part des Français qui dit sauter un repas par jour. Bon, donc, et les Restos du Cœur qui ont lancé un appel avec le nombre de bénéficiaires qui est croissant et ces 35 millions d'euros qui manquent dans leur caisse. 35% des Français qui disent qu'ils ont déjà sauté un repas par jour. Ils ne disent pas que c'est toujours le cas. Oui, pas tous les jours forcément, bien sûr, mais enfin, 78% des Français qui disent aujourd'hui être en situation de privation, 40% des Français qui ne sont pas partis en vacances, et ainsi de suite. Donc on voit bien que les indicateurs se multiplient et qu'ils sont tous du même tonneau, et qu'il y a aujourd'hui un vrai problème, qui est un problème social, un problème aussi de répartition des richesses, et c'est la raison pour laquelle, je me répète parce que je le dis maintenant de manière récurrente, il faut arriver aujourd'hui à un nouveau partage, un nouvel équilibre entre ce qui revient au capital, ce qui revient au travail, les salaires, et ce qui revient au bien commun, c'est-à-dire à la fois les services publics et puis la défense de notre biodiversité, de l'eau, de l'air qu'on respire, parce que tous ces éléments-là supposent qu'on ait une nouvelle répartition, et
pas de secret. En fait, tout ça a un coût. Et le coût doit être supporté par ceux qui le peuvent. Alors, il y a quand même eu une annonce, c'est cette conférence sociale sur les bas salaires. Le porte-parole du gouvernement en a dit un peu plus aujourd'hui. On l'écoute. Sur la conférence sociale, qui est une conférence sociale qui devrait porter sur des bas salaires en dessous du SMIC. Il y a encore beaucoup de branches professionnelles qui sont concernées, mais aussi sur les conditions de travail. En termes de définition du contenu de cette conférence, ce sera précisé très prochainement, et il se pourrait que cette conférence sociale se tienne courant du mois d'octobre, donc vous voyez qu'on va avancer vite. Alors on a une date, c'est assez concret. Jusqu'à présent, le pouvoir, la majorité avait toujours refusé ces grands-messes sociales, estimant Emmanuel Macron que l'économie, ça se faisait au niveau des entreprises. Fabien Roussel dit que c'est lui qui l'a réclamé, cette réunion. C'est vrai ou c'est pas vrai? Écoutez, laissez à Fabien Roussel le soin de dire ce qu'il veut. Moi, ce que je vous dis, c'est ce que j'ai réclamé. C'est vous qui l'avez réclamé? Je l'ai réclamé, et même je l'ai réclamé avant cette conférence, puisque, en fait, dans le discours de conclusion de notre campus à Blois, c'était déjà la proposition que je faisais. Donc vous admettez une inflexion dans le bon sens de la majorité sur ce plan-là? Oui et non. Le mot est repris. Mais en fait, le sens, lui, ne l'est pas. Ça, vous le saurez après. Ah ben, on le sait déjà, puisque j'entends ce que dit Olivier Véran. Il dit, en fait, je voudrais qu'on se consacre aux branches d'activité qui ont des minimums conventionnels qui sont en dessous du SMIC. Ça ne va rien changer à la vie des gens immédiatement. Ça peut c'est quand même ce que réclamait Laurent Berger, c'est quand même ce que réclamaient les syndicats. Mais je ne dis pas le contraire. J'ai pris le point en disant, sortant de cette réunion, en disant, c'est mieux que rien. Mais c'est très loin de ce qu'il faudrait faire. Une conférence salariale mais c'était pas tout à fait une mise en scène. Il y a eu quand même des petits bougés. Un tout petit bougé, parce que cette annonce-là, il avait déjà faite en mars. Donc en fait, en réalité, ça n'est pas une annonce qui est liée au débat. C'est déjà ce qu'il avait promis aux syndicats et qu'il a repris, faisant comme si, en fait, il reprenait un élément du débat. Moi, ce que je veux, c'est qu'on puisse non seulement traiter les minima conventionnels, très bien, mais qu'on puisse aussi traiter des salaires courants. C'est-à-dire que est-ce qu'on peut faire en sorte que les gens puissent en fait être payés à la hauteur. Ça dépend des entreprises, pas du gouvernement. Je prends un exemple. J'arrive de Belgique, où j'étais en fait conclure l'université d'été des socialistes belges. Les socialistes belges m'ont dit quoi? Ils m'ont dit, mais ici les salaires, ils sont indexés sur l'inflation. Indexés sur l'inflation. Donc ça veut dire que en fait personne n'a perdu de pouvoir d'achat. Vous savez bien que je ne l'aurai pas parce que le gouvernement ne le veut pas. Une spirale inflation salaire. On va avancer. Sauf que tout le monde sait très bien aujourd'hui que la spirale prix-salaire n'existe pas parce que l'inflation aujourd'hui n'est pas liée au salaire qui augmente, elle est liée au prix de l'énergie, liée notamment à la guerre en Ukraine. Donc tout ça ne tient pas et évidemment qu'il faut prendre des mesures d'urgence. On aurait pu aussi bloquer en fait les prix sur les produits de première nécessité. C'était une possibilité. Et le président, dans ces cas-là, répond, mais nous ne sommes pas dans une économie administrée. Peut-être, mais enfin, il faut à un moment donné donner des réponses aux Français. On ne peut pas les laisser, en fait, patauger. Moi, je vois des gens toutes les semaines qui sont au supermarché, qui font leurs courses et qui, au moment de passer à la caisse, renoncent à une partie de leurs achats parce qu'ils voient que l'addition est supérieure à ce qu'ils peuvent mettre. Je vois des gens qui, chaque semaine, se serrent effectivement à la ceinture, mais il y a un moment où il faut leur répondre. Et on ne peut pas avoir dans le même moment des gens qui s'enrichissent en permanence. On voit les salaires des PDG qui augmentent de 50% dans le CAC 40. On voit que ceux qui ont des dividendes n'ont jamais été aussi bien rémunérés. Et pendant ce temps-là, le travail ne paye plus. Eh bien, là, il y a un problème. Vous y retournerez s'il vous réinvite, si cette lettre contient une nouvelle invitation? J'y reviendrai à une condition, c'est qu'il y ait un ordre du jour qui soit strict, qu'on sache pourquoi on vient, quelles sont les propositions sur lesquelles il s'engage, et à partir de là, on peut discuter et travailler. Si c'est pour simplement faire le café du commerce, je pense que en fait, je peux le faire ailleurs, et j'ai pas besoin de participer à une mise en scène inutile. Moi, à chaque fois que je serai invité pour faire avancer des dossiers, faire avancer la cause des Français, notamment les classes moyennes et les classes populaires, je le ferai. Donc vous ne fermez pas la porte? Je ne ferme aucune porte, mais je veux aussi être rassuré sur le but et sur l'intérêt. Alors, contrairement à ce que vous aviez évoqué tout à l'heure, on va quand même parler de la Baïa. Il y a un propos du président de la République qui vous a énervé. J'ai lu ça. Alors, on va écouter Emmanuel Macron. C'était dans l'émission Hugo Décrypte et vous nous direz pourquoi ces mots-là vous ont énervé. Une minorité, mais de gens qui, détournant une religion, viennent défier la République et la laïcité. Et pardon, mais ça a parfois donné le pire. On ne peut pas faire comme s'il n'y avait pas eu l'attaque terroriste et l'assassinat de Samuel Paty dans notre pays. Et ça, c'est fait. Là, on parle de l'abaya, on ne parle pas de... Non, mais je ne fais aucun... Mais je dis juste, ce système est là. Ça vous a exaspéré, ça, pourquoi? Oui,
Le gouvernement interdit l'abaya, très bien. Alors, allons-y. Vous êtes pour ou vous êtes contre cette interdiction? Mais je crois qu'il fallait une règle, que ça a été demandé par les enseignants qui voulaient savoir ce qu'on fait. De la même façon que sur les crop tops l'an passé, il y en a eu une interdiction des crop tops. On ne vient pas avec des jeans troués, on ne vient pas avec une abaya. Il fallait une règle, mais est-ce qu'il fallait celle-ci? On ne vient pas avec une abaya. On ne vient pas avec une abaya, très bien. Oui, très bien. J'ai pas de problème avec ça et je ne souhaite pas en faire le grand sujet de la rentrée. D'accord, mais vous n'avez pas de problème avec ça? Non, et je dis ensuite, et c'est la raison pour laquelle j'ai réagi, parce que je ne comprends pas, là pour le coup, l'amalgame qui est réalisé par le chef de l'État. Comment peut-on penser qu'une jeune fille, qui pour des raisons très différentes, il y en a qui le font pour des raisons religieuses, c'est une évidence, il y en a d'autres qui le font parce que l'abaya coûte moins cher que la robe Gucci de Cécile Duflot, non pas que Cécile Duflot porte des robes Gucci, mais c'est celle qu'elle a dénoncée. Voilà, ce qu'elle a dénoncé. Et il y en a d'autres qui le font parce que à l'adolescence, protéger son corps, ses formes, etc., c'est aussi une façon d'échapper peut-être au regard. D'accord, mais il n'empêche que vous êtes d'accord pour l'interdiction. Oui, mais à la fin, quand vous expliquez que ces jeunes filles sont en fait des terroristes en puissance et qu'elles pourraient... c'est que c'est un système qui se mettrait en place et qui conduirait au final... Il n'a pas voulu dire qu'à l'inverse du collège dans les Yvelines, il ne fallait pas laisser les chefs d'établissement sans directive, que l'État donne des directives pour qu'il ne soit plus en première ligne irresponsable. C'est pas ça qu'il a voulu dire, le chef de l'État. Un exégète habile de la pensée présidentielle. Je ne pense pas que ce soit ce qu'il ait dit. Peut-être vous êtes-vous exagérément critique? Non, je ne suis pas exagérément critique. Je ne fais que l'écouter et ce qu'il a dit. Et sans doute, peut-être ça. J'espère que ses paroles ont dépassé sa pensée. Mais on ne peut pas faire comme s'il y avait un continuum entre une jeune fille qui porte une abaya et puis un terroriste qui vient découper, qui vient assassiner un enseignant. Pour moi, ça n'a pas de lien. Et j'imagine le regard d'un seul coup porté sur ces jeunes filles, c'est qu'elles ont pu ressentir, se dire mais comment on peut m'amalgamer, comment est-ce qu'on peut me stigmatiser à ce point alors que je n'ai fait que soit vouloir défendre mes croyances, soit que je l'ai fait pour d'autres raisons. Voilà. On va changer de thème, Olivier Faure, revenir au pouvoir d'achat des Français. Le litre d'essence avoisine et parfois même dépasse les 2 euros. Le litre, faut-il une nouvelle ristourne, comme le propose par exemple Xavier Bertrand, le président des Hauts-de-France? Quand je vois, en fait, au retour des vacances sur l'autoroute, vous aviez parfois, on avait largement franchi la frontière. C'était pas 2 euros, c'est 2,50 €. Donc là, évidemment, pour des Français qui partent en vacances une fois par an et qui, en revenant du camping ou des beaux-parents, etc., et qui se retrouvent avec cette addition, c'est insupportable. Il y a des gens qui sont à leur retraite. Il faut une ristourne. On sait que c'est un mauvais... Alors, c'est un bon signal pour le pouvoir d'achat, mais c'est un mauvais signal écologique. Est-ce que vous êtes pour ce que propose Xavier Bertrand? Moi, j'ai toujours dit la même chose. Je pense que la ristourne générale n'est pas forcément une bonne solution. Voilà. Moi, je suis plutôt pour qu'on adresse, en fait, aux personnes qui en ont besoin, là, un chèque énergie qui soit revalorisé et qui permette à ces gens-là de se déplacer dans de bonnes conditions. Ok. Alors ça y est, c'est sûr, le Parti socialiste l'a décidé. Hier soir, vous irez tout seul. Il y aura une liste autonome des socialistes aux élections européennes. C'est définitif. Il n'y aura pas d'alliance avec la France insoumise. Alors d'abord, on n'a rien décidé du tout hier soir, puisqu'en fait, le vote militant aura lieu le 4 octobre. Donc c'est les militants qui décideront. Enfin, comme vous leur faites qu'une proposition, il y a peu de chances qu'elle soit rejetée. Elle peut être rejetée. Ah oui, elle peut, oui. Bien sûr. Elle peut ne pas. Et cette proposition, elle dit quoi? Elle dit que nous ne serons jamais un obstacle au rassemblement, mais que nous prenons acte du fait qu'il y a déjà 2 formations politiques dans la NUPES, les communistes et les écologistes, qui ont décliné une possibilité de discussion sur une liste commune. À partir de là, on va pas passer encore 1 an, alors qu'on a déjà passé 1 an sur le sujet, à se demander s'il y aura des listes communes ou pas. Cette présentation n'est-elle pas un peu hypocrite de dire nous on aurait bien voulu, mais c'est de la faute des Verts et c'est de la faute du PC? Assumez le fait que pour les européennes, vous ne voulez pas une liste commune avec LFI. Mais j'assume ce que j'entends assumer, c'est-à-dire que moi j'aurais souhaité avoir une discussion. J'ai toujours dit la même chose aussi, c'est que je souhaite que ce soit les projets qui dictent les alliances et non pas l'inverse. Et donc j'aurais souhaité une discussion avec l'ensemble des forces politiques de gauche et de l'écologie qui permettent de voir quels sont les points sur lesquels nous pouvons être d'accord et ceux sur lesquels nous n'arrivons pas à nous mettre d'accord. Et auquel cas, on aurait pu décider de savoir s'il y avait 1 liste, 2 listes, 3 listes, 4 listes. Bon, là, ce débat n'a pas été possible, je le regrette. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous allons non pas attendre pendant 1 an encore de savoir ce qui se passe, etc. On va, sous nos propres couleurs, avancer. Mais ce que nous disons aussi, c'est que cette liste autonome aux élections européennes n'est en rien le renoncement au rassemblement de la gauche et de l'écologie. On va terminer sur les européennes. Nous souhaitons continuer avec, dès les prochaines échéances municipales, puis présidentielles, puis législatives,
forger les conditions d'un rassemblement qui permettra, je l'espère, la victoire de la gauche. Qui pour conduire cette liste? Eh bien, Vous avez on verra. réfléchi? Je réfléchis, oui. Vous avez des idées? C'est trop tôt pour en parler. Ça sera pas forcément Raphaël Glucksmann, qui est l'ancien. Mais on va en discuter, on est un D'accord. parti démocratique. Et Bernard Cazeneuve, il peut être sur la liste? Mais sur une liste, il doit y avoir des gens qui partagent à la fois un fond commun, les propositions, et puis qui partagent aussi une option stratégique. Pour l'instant, j'observe que Bernard Cazeneuve, lui, considère que la gauche s'arrête au PS et que les écologistes sont en fait lui dit pas éco-terroristes, mais enfin, on n'est pas très très loin, et que sur la question et les insoumis, il les considère comme en fait l'extrême gauche. Donc à partir de là, c'est difficile d'avancer. Donc si lui-même considère qu'il y a une possibilité de rassembler toute la gauche et que sa famille de pensée c'est toute la gauche et les écologistes, à ce moment-là, effectivement, tout devient possible. Dernière question, l'album des Stones, le dernier album va sortir le 20 octobre prochain, on l'a appris cet après-midi, vous allez l'acheter? Bah oui. Même si, enfin, on a du mal à... Ça fait combien, 18 ans qu'il n'y a pas eu 18 ans. d'album des Stones? Avec des chansons originales. Ouais, j'attends de voir. Si, par exemple. On dirait un peu Should I Stay ou Should I Go, je trouve. On va voir s'il se renouvelle un peu, mais... Mais ça, vous achetez ça. Bah ouais, en fait, c'est générationnel aussi. En fait. Absolument. C'est là où on voit que... On n'a plus 20 ans. On n'a plus 20 ans et qu'on connaît mieux les Stones que Medine. C'est bien. C'est Angry, donc le premier titre qui a été dévoilé aujourd'hui. Merci beaucoup Olivier Faure d'avoir été Merci beaucoup. le premier invité politique du nouveau 19-20 de France Info.